nous recevoir chez vous, comme vous le savez, avant tout, au nom de Dieu par essence et par excellence. Prière sur le prophète Sayyidina Mohammed, l'homme au caractère élevé. Merci de nous recevoir chez vous durant tout ce dialogue pour essayer de débattre des questions dans ce dialogue et aussi essayer d'inviter des gens pour étayer l'opinion nationale et internationale sur tous les tenants et les aboutissants de ce dialogue. À cette occasion, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau Monsieur Sow Moussa Demba, maire de Kaïdi, mais aussi membre de l'IPR. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Diallo Mamadou Abdallahi de l'IPR. Bonsoir. À ma gauche, nous avons Med Yahya Oldounou et Baïdi Mamadoulo du MPC. Bonsoir. Bonsoir. Donc, sans plus tarder, monsieur Sow, aujourd'hui, ne vous sentez pas isolé par rapport à ce dialogue, d'autant plus qu'on a entamé ça. Et est-ce que ce dialogue-là ne tire pas en longueur? Bon, vraiment, on ne se sent pas isolé parce que le dialogue d'abord est une vertu cardinale pour ceux qui veulent venir au dialogue. Parce que souvent, si on parle d'abord sur le plan quantitatif, parce que les partis politiques se valent, tout le monde connaît les partis. Maintenant, sur le plan aussi qualitatif, je crois que souvent on utilise par excès en disant l'opinion, en disant l'opposition radicale, parce qu'on ne sait pas radical par rapport à quoi, mais en tout cas on ne se sent pas isolé. Et au contraire, on voit que tous les partis politiques, en tout cas de la majorité, certains pôles de l'opposition et des indépendants qui sont aussi des acteurs significatifs de la sphère politique qui ont répondu présent. Et donc je ne pense pas qu'on soit isolé. Vous avez parlé de l'opposition, mais aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, l'absence de ces partis traditionnels, vraiment, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment rendre en minorité vraiment ce dialogue? Parce qu'on n'a pas vu certains partis quand même qui ont une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale qui n'ont pas répondu à ce dialogue. La majeure partie de l'opposition, certains partis n'ont même pas de conseillers, n'ont même pas de députés. Est-ce que ça va rendre crédible ce dialogue? Vous savez, ça dépend de quel côté où on veut se placer. Les partis sont représentés d'abord, si vous prenez la représentation nationale, d'abord pour moi, la représentation nationale commence d'abord par les municipales. C'est là la proximité du pouvoir. Et certains partis qu'on dit de l'opposition n'ont aucune représentation au niveau national. Et ceci est valable d'ailleurs pour la plupart des partis qui ont refusé le dialogue. Oui, mais c'est le boycott qu'ils avaient fait qui les a conduits à ça. Vous savez, le boycott est une décision souveraine parce qu'un parti prend la responsabilité sur elle d'être absent. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Quand on dit je boycotte, on laisse le chemin libre. Mais est-ce qu'on vous a forcé ou on les a forcés à boycotter? Je dis non. Parce que je ne pense pas, quand je dis ça, la JDMR n'a pas boycotté les élections municipales. L'APP n'a pas boycotté les élections municipales. Bon, beaucoup de partis, les partis de la jeunesse, n'ont pas boycotté. Plusieurs mais ce sont partis. Quand tu parles de sursaut, c'est la majorité aussi. Vous savez, la majorité, il faut la mettre entre guillemets. Dès lors que chaque parti aspire à arriver au pouvoir. Que nous sommes le parti de la majorité, nous sommes des concurrents. Il y a certains objectifs où où nos objectifs se rencontrent. Mais chaque parti
cherchent à accéder au pouvoir. Bon. Ceci étant, souvent, quand on dit, il faut savoir d'abord le dialogue, qu'est-ce qu'on cherche à travers le dialogue? À travers le dialogue, ce n'est pas d'imposer à quelqu'un sa vision. On ne peut pas dire, normalement, quand on parle de dialoguer, veut dire parler à deux ou négocier. Il faut avoir un partenaire dans le dialogue ou dans la négociation. Maintenant, il ne faut pas avoir des a priori, dire que moi, je ne vais au dialogue que si j'ai ça, moi, je ne vais pas au dialogue si je n'ai pas ça. En ce moment, le dialogue est balisé. Il n'y a pas plus dialoguer que de dire tous les points sont autour de la table. Et aujourd'hui, je m'excuse, quand le FPC aujourd'hui vient au dialogue, on ne va pas dire que pour des questions d'intérêt national, que les partis qui ne sont pas venus au dialogue sont plus soucieux sur les problèmes d'intérêt national que ceux qui sont au dialogue. Je dirais même le contraire. Comme j'ai à le dire, en 1991, les ténors aujourd'hui de ceux qui refusent le dialogue, ils me regardent et on se connaît tous. En 1991, quand on a voulu faire une conférence nationale sur le problème de la cohabitation, sur le problème de renforcement de l'unité nationale et sur les événements, sont les dirigeants de ces partis-là qui ont refusé. En 91. En 91, et j'ai vu, et il y a des témoins oculaires parce que tous sont des acteurs. Je ne veux pas nommer leur nom, ils ne sont pas là. Mais je peux nommer au moins les témoins. La réunion a eu lieu chez Dr Djabira Maroufa, qui est une personnalité de la société civile mais aussi et du NDI. Il sait que la réunion a eu lieu chez lui. Et le rapporteur de cette réunion, c'était le docteur Dia Hussein, qui est aussi une personnalité indépendante de ce pays. Et ils savent très bien ceux qui avaient refusé ça. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont de l'autre côté de la barrière et qui refusent encore ce dialogue et qui veulent être les porteurs ou les objecteurs de conscience des autres. Il faut savoir quand même, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut. En tout cas, c'est une déclaration de taille par rapport à 1991. Je me tourne vers vous. Est-ce que le dialogue ne tire pas en longueur, le fait de tirer le dialogue en longueur, est-ce que ça ne va pas amener d'autres soubassements et d'autres remous par rapport vraiment aux objectifs fixés? Je vous remercie. Je veux dire tout simplement que pour nous, le dialogue est une question de stratégie et de choix. Vous savez très bien que depuis l'arrivée de Son Excellence M. Mohamed Abdelaziz au pouvoir, il n'a pas cessé d'appeler les acteurs nationaux dans le domaine de la politique. Et à chaque fois, il les invite à un dialogue parce que pour nous, c'est un choix stratégique et un choix aussi national. C'est un objectif d'ailleurs pour la bonne marche et le fonctionnement de la situation politique dans notre pays. Et c'est pour cela, ces gens ont été appelés à ce dialogue depuis la visite du président de la République à la ville de Chingit à l'occasion du Festival des Anciennes Villes, suivi encore par la visite de l'appel de Nema le 3 mai dernier. Et donc, ce dialogue intervient après beaucoup de contacts et de concertation avec les différents partenaires dans les domaines, que ce soit à l'opposition ou à la majorité. Et à un moment donné... Est-ce que ce n'est pas forcer vraiment les gens à dialoguer, dans la mesure où que l'opposition demande des préalables pour pouvoir participer? Aujourd'hui, on sait que ce dialogue-là, qu'on avait dit une semaine, a tiré en longueur et on ne sait même pas quand est-ce que ce dialogue-là va s'arrêter. Vous qui êtes de l'IPR aussi, vous êtes aussi porteur de ce dialogue, je pense. Non, nous avons dit au départ à l'opposition qu'on ne peut pas fixer de conditions avant d'entrer au dialogue. Ça, c'est impossible pour nous. Il n'est pas du tout
possible de fixer des préalables avant de rentrer dans les dialogues. Parce que vous avez constaté vous-même, durant ces journées-là d'ouverture du dialogue, qu'il n'y a pas eu de sujet tabou. Les participants ont discuté de tout. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Et quand maintenant l'opposition veut toujours camper sur une telle position, ça c'est leur droit peut-être, mais cela n'empêche pas les autres partenaires au dialogue qui sont à l'opposition de participer avec nous à ces dialogues-là. Et ils sont là. C'est des opposants historiquement, ils sont très connus dans l'opposition. Mais c'est pas, c'est tout à fait logique de porter vraiment une vision globale par rapport à ce qui se fait. Je me tourne vers les partis. Je ne sais pas pour minimiser, mais quand même, ces partis n'ont pas de députés ni de maires. Par exemple, je prends l'exemple du parti de Med Yahya Oulduna à ND. Vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce dialogue, ou bien quelle est aujourd'hui la portée de votre parti dans ce dialogue? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'il tire en longueur ou pas, je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense que le dialogue a été organisé pour explorer toutes les problématiques qui peuvent s'opposer tant sur la scène politique entre les partis et autres et la majorité, mais aussi sur les problèmes que rencontrent les citoyens mauritaniens, donc leurs attentes, ce qu'ils espèrent exprimer à travers la voix des partis dont ils sont membres. Et pour répondre plus précisément à la deuxième partie de votre question, quand vous me demandez si on a des députés ou des... On est un jeune parti, c'est sûr. Mais le dialogue... Vous êtes un parti dissident, votre président est du RFD. Oui. Donc nous sommes une jeune formation politique. Donc ça a des avantages et effectivement des inconvénients. Mais surtout les avantages là par rapport au dialogue, c'est que nous nous sentons libres. Nous nous sentons libres d'exprimer nos idées. Nous arrivons avec du sang neuf. Donc, et c'est quelque chose qui, à mon sens, est salutaire pour le dialogue. Parce que nous avons besoin exactement de nouvelles idées, d'un nouveau sang, d'un nouveau souffle, pour que nous puissions faire sortir ce pays de l'état de stagnation dans lequel, stagnation politique, hein, j'entends bien, dans lequel il est depuis quelques temps. Que pensez-vous en tant que jeune? Aujourd'hui, on dit que la classe politique est vieillissante. Aujourd'hui, vraiment, on voit toujours les gens qui sont là depuis l'indépendance et eux qui continuent vraiment à être dans les sphères politiques. Et même le président, si je ne me trompe, avait dit qu'aujourd'hui, il est temps de changer cette classe politique. Vous, en tant que parti jeune, quels sont vraiment les préalables ou bien quels sont les moyens que vous avez mis en place pour essayer vraiment de se positionner pour essayer de changer cette classe politique qui est vieillissante? Je pense qu'il faut un peu les deux. Je pense qu'il faut un équilibre, comme en toute chose. On ne peut pas se passer de l'expérience de nos aînés qui ont une connaissance du terrain, une connaissance du pays que nous allons certainement acquérir avec le temps. Mais nous avons aussi besoin de jeunes, effectivement, pour apporter un souffle, comme je disais, nouveau, une vision moderne. Et je pense que c'est la combinaison des deux qui peut donner un système politique efficient en Mauritanie. Je vais revenir vers vous par rapport à ça, monsieur le maire. Je sais cette question vous tient à cœur. Je vais revenir vers vous. Monsieur Baïdi Mamadoulo, dans cette optique, votre parti aujourd'hui vraiment se positionne par rapport vraiment au discours magistral que certains ont salué par rapport vraiment à ces différentes sorties. Mais aujourd'hui, est-ce que la solution de la Mauritanie passera nécessairement par ce dialogue? Et aujourd'hui, quelle est les perspectives de votre parti dans la mesure où aujourd'hui, est-ce que vous avez une représentativité au niveau national? Voilà, je vous remercie, M. Mamouna Baïdi Kay, de cette invitation au nom du parti mauritanien du concret, le parti Arc-en-Ciel. Donc, comme vous avez si bien dit, nous avons assisté à ce dialogue. Nous avons pris la décision d'assister à ce dialogue par citoyenneté, par souci
c'est-à-dire de représentation pour le peuple. Je pense que ça a été une opportunité qui a permis à l'ensemble des partis politiques, en tout cas une majorité des partis politiques, qu'elles soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle, des sociétés civiles, des personnalités indépendantes, de se retrouver autour de la table et discuter des vrais problèmes des Mauritaniens. Et notre décision de participer à ce dialogue a fait suite à de longues concertations, notamment par rapport à la démocratie déjà interne du parti, qui a voulu que chaque militant, les membres du directoire du parti Mauritanie Arc-en-Ciel et certains militants, de se concerter et donner leur avis de façon autonome. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le Conseil externe des sages, que nous avons mis en place depuis très longtemps, qui est constitué de personnalités indépendantes, qui donnent leur avis par rapport à la nécessité ou non d'aller à ce dialogue. Et à l'unanimité, il a été convenu qu'il était nécessaire, qu'il était urgent, qu'il était capital de participer à ce dialogue. Comme il a été si bien dit, que ce dialogue, en réalité, c'est une retrouvaille entre citoyens mauritaniens. On se lamente chaque jour dans les rues, on pleurniche chaque jour qu'il y a des problèmes, que rien ne va, on accuse à tort ou à raison l'État mauritanien. On a décidé, pourquoi pas se retrouver autour des tables, parler des vrais problèmes des citoyens et d'y apporter des solutions. Maintenant, comme a dit un de nos frères, que participer à un dialogue ne veut pas dire accepter ce qui sera pris. Et quand on dit un dialogue... Mais vous contribuez et vous serez aussi comptable dans ce dialogue. Mais exactement. Je vous ai dit que cela relève de participer ou non, relève de l'autonomie du parti, de la souveraineté du parti à assister ou non à ce dialogue. Donc évidemment, si on participe à un dialogue, quand il y a des résolutions, on est comptable de ce qui sera dit ou ce qui sera fait là-bas. Maintenant, ce qui était important, c'est parce qu'il y a, ce qui est important, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de tabou dans ce dialogue. Les gens s'exprimaient en toute liberté et toutes les questions étaient mises sur la table. Et nous avons essayé d'y apporter des réponses extrêmement concrètes afin d'améliorer, de donner des propositions de solutions pour les problèmes dont vivent les Mauritaniens. Oui, mais on a senti quand même les premières heures de dialogue que votre parti ou bien votre président a pris son bateau de prélin pour essayer d'appeler tout le monde à ce dialogue. Et aussi, on se rappelle, il était à l'FNDI, il faisait partie aussi des membres qui quand même fustigeaient ou bien critiquaient l'État. Mais on se demande qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui vraiment pour que le président de l'Arc-en-Ciel ait ce gage de sécurité, d'assurance pour dire que la Mauritanie ne sortira nécessairement que par un dialogue. Oui, effectivement. Vous avez si bien dit que, je vous dis une chose, le président Balas, que vous connaissez tous, président du parti Arc-en-Ciel, n'est animé que d'une seule chose, de la citoyenneté, de la cohésion sociale, de l'unité nationale concernant la Mauritanie. Donc, nous avons vu tant d'exemples, des guerres. Vous avez le gouvernement colombien et les FARC se sont retrouvés par la table après près de 50 ans de guerre, des centaines de milliers de morts, et ils ont fini par se retrouver sur la table pour parler de la paix, pour parler de la cohésion, pour parler du dépassement, pour parler de la citoyenneté, pour parler de l'État et de la République. Et au sein du parti, bien sûr, par la présidence de M. Balas, il a dit qu'il est extrêmement important de comprendre qu'au lieu de finir par la paix, par le dialogue, mais pourquoi pas y commencer? Commencer par le dialogue. Nous, on a décidé d'aller au dialogue parce qu'on a dit que c'est la seule issue pour la Mauritanie. Parce que quand on ne se parle pas, quand il n'y a pas le dialogue, qu'est-ce qui va se produire? Il y a la stigmatisation, il n'y a pas la communication. Donc évidemment, les préjugés seront toujours là et les gens n'accepteront pas en réalité de comprendre l'autre parce qu'il n'y a pas la communication entre eux. Et ce dialogue, c'était une opportunité d'une valeur inestimable qui a permis à l'ensemble des Mauritaniens de se retrouver sur la table, d'apporter des solutions,
aux problèmes dont tout le monde connaît. En réalité, dans ce pays, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les problèmes. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a été le moteur, c'est-à-dire de l'organisation de ce dialogue. On y tenait coûte que coûte parce qu'on savait que c'était l'impasse. Il fallait faire ce dialogue afin que les Mauritaniens puissent parler des vrais problèmes de ce pays. Je reviens vers Monsieur le maire. Je pense qu'il y avait une question auquel vous voulez répondre. Oui, d'abord pour le fait que le dialogue tourne en longueur. Moi, je crois qu'il faudrait voir quel était l'objectif. Si le dialogue s'était terminé jeudi dernier, qu'est-ce qu'on allait dire? On est allé, parce qu'il y avait, je prends par exemple le renforcement de l'état de droit et de la justice sociale. Qui s'occupait de l'unité nationale, de la réforme foncière, de l'éducation, de l'état civil. Il y avait 600 et quelques inscrits. 600 et quelques inscrits. Et on donnait à chaque intervenant 3 minutes pour son intervention principale et 2 minutes pour se traduire. Ça faisait 5 minutes. Si on avait terminé dans ce sens-là, on allait nous dire: on nous a empêchés de parler, on nous a empêchés de nous exprimer. Et c'est pourquoi on a demandé que le dialogue soit, s'il est possible, de le rallonger, non seulement pour permettre aux gens de dire, mais vous savez, au-delà de l'enthousiasme de départ, les questions, quand même, c'est des questions fondamentales, pour les approfondir. Par exemple, je vous prends mon cas, moi j'ai intervenu dans les premiers jours du dialogue, j'ai survolé, parce que sur le renforcement de la démocratie, l'unité nationale, mais si on n'avait pas, par exemple, j'ai parlé hier, j'ai pu m'appesantir beaucoup plus sur les réformes foncières et domaniales. Mais aujourd'hui, par exemple, en tant que maire, à Kaïdi, vraiment, beaucoup de femmes rurales se plaignent par rapport, on en profite parce qu'aujourd'hui c'est la journée des femmes rurales, le 15 octobre, ils se plaignent du foncier parce que les femmes n'ont pas accès à ces terres. Mais exactement, j'ai dit que si on n'avait pas augmenté les journées du dialogue, peut-être je n'aurais pas eu le temps de m'appesantir sur les réformes foncières pour dire à la Commission ce que je pense qu'il est bien dans la réforme foncière, notamment le décret 83 sur la réforme foncière, je n'aurais pas pu le dire. Deuxièmement, moi je crois, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un critère quand on dit l'opposition radicale. Vous avez parlé tout à l'heure. Non, mais attendez, de quitter le pouvoir avant la fin de ce mandat. Oui, je veux dire, ceux qui, quand on dit radical, je dis, on a parlé de rajeunissement. On a parlé, vous avez dit tout à l'heure au camarade d'en face, votre président a quitté les RFD. Mais l'MPR a quitté les RFD. C'est pas dans le même contexte. Non, je reviens. C'est presque dans le même contexte du dialogue, je peux bien le dire, parce que c'était quand on a tenu les États généraux. Quand on a tenu les États... Attendez. C'est au sortir des élections de 2009. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Je vais vous le dire. Je vais me permettre de le dire et je sais que Kanamidou Baba m'écoute. Et je sais que le président de l'Assemblée nationale m'écoute. Les gerbes, quand on a quitté les États généraux, de la démocratie, le 25 janvier 2009, le président du RFD, c'est lui qui a délégué le président actuel du MPR et le président de l'Assemblée nationale d'être au MPR et de signer l'acte final. Le jour de la clôture, il a porté des réserves. Mais enfin, il a autorisé M. Kanamidou Baba de signer l'acte final et l'acte porte sa signature et la mienne est là-dedans. Il y avait 11 personnalités qui ont supervisé l'acte final. Mais le lendemain, 2 jours après que son vice-président a signé l'acte final, il a dénoncé le contenu des États généraux de la démocratie. C'est en ce moment
que M. Kanamidou Baba, avant d'abord le parti, s'est mis en rupture de banc avec le président, le président de l'Assemblée nationale, Bouygues, qui se sont mis en rupture de banc. Et c'est ça qui a conduit le MPR. Ça, c'est pour vous dire d'abord, il faut toujours être très prudent parce qu'il y a des choses certainement que les gens connaissent. Et puis, deuxièmement, pour le rajeunissement, le classe politique. Vous n'allez pas même le président a demandé cela aussi. Non, le président l'a demandé, tout le monde l'a demandé. On a demandé de rajeunir. Je vais vous dire, on a pris, vous savez, les élections passées, les élections municipales. 95% des maires sont nés avec l'indépendance. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas rajeuni. Et c'est eux, la démocratie de proximité. Les besoins essentiels des populations, c'est au niveau municipal. Dans certains pays, d'ailleurs, quand on n'est pas représenté au niveau de municipalité, on ne va pas ailleurs avant de chercher une représentation nationale. Bon. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse, il faut donner à la jeunesse. Pourquoi aujourd'hui les gens ont demandé de reculer l'âge pour les présidentielles? 75 ans. Moi, je suis convaincu qu'un bon magistrat qui n'a pas 70 ans ou 65 ans connaît, il peut dire le droit en théorie, parce que pour être un bon magistrat, calculer le nombre d'années d'études, quand il sera procureur de la République dans les régions ou ailleurs, il sait dire le droit théorique, mais il ne peut pas l'allier à la pratique. Dans d'aucuns pays, les États-Unis d'Amérique, la Cour suprême, les magistrats ont 95 ans, ils sont élus à vie. Oui, mais la Mauritanie est très jeune. Écoutez, on dit ça, c'est pour cela que la Mauritanie, on a des problèmes. On a l'impression que la Mauritanie est un îlot, quelque part, qui ne tient pas quelque chose. À chaque fois qu'on dit, on dit non, la Mauritanie. Non, on ne peut pas, vous savez, il n'y a pas de sous-hommes, il n'y a pas de sous-normes. La norme, elle est universelle. Dès qu'on crée une norme qui n'est pas universelle, on crée des sous-hommes. Il faut que nous, on essaye d'avancer avec le temps. C'est vrai, il faut rajeunir, mais rajeunir à quel âge? Vous pensez que l'opposition qui n'est pas au dialogue, c'est les jeunes. Mais on a parlé de la classe politique de façon générale. Je dis, bon, je vais en l'opposition à la majorité. Je vais en venir. Oui. Quand vous prenez 24 points sur le renforcement de l'état de droit, prenez seulement 3 points. On a parlé de l'unité nationale, la cohésion sociale, la réforme foncière, l'état civil. Rien que ces 3 points-là devraient convaincre tous ceux qui sont de l'autre côté de venir dire leurs droits parce que, au lieu, tous les jours, c'est ce qu'on rabâche dans la presse indépendante, dans la presse électronique, partout, on crie que nous n'avons... Mais c'est une réalité en Mauritanie quand même. C'est une réalité quand on vous invite de venir la discuter. Venez, peut-être que vous avez une vision plus claire que les autres, peut-être que vous avez des compétences meilleures et un argumentaire qui tient plus la route, venez la partager. Il ne faut pas rester dans votre coin et critiquer. Et quand on dit de venir amener sa contribution, on se met derrière pour laisser les autres. Moi, je dis encore une fois que le dialogue devrait se poursuivre plus. Si on pouvait faire des pré-dialogues dans les régions, pour entendre ces femmes que vous parlez, pour entendre ces gens... Ouais, est-ce que ce n'est pas une erreur des organisateurs de ce dialogue qu'on n'a pas fédéré la Mauritanie vous savez, en appelant seulement les politiques? Tout est en fonction. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui disent on boycotte, on ne vient pas.
peut-être c'est eux-mêmes qui ne veulent pas qu'on aille vers les populations. Parce que certains parmi eux ne peuvent pas aller vers les populations. Pourquoi? En bas. Pour la simple raison, parce qu'ils n'ont pas eu les populations. Qu'est-ce qui légitime? Qu'est-ce qui légitime un parti où on élu? C'est le suffrage. Vous prenez Kayedi, on a eu 8 partis qui ont brigué le suffrage. Parmi les 8 partis, il n'y a que 2 qui ont pu avoir des conseillers municipaux. Quelqu'un qui n'a pas pu avoir un mandat. Mais c'était dans un contexte de boycott, aussi. Quel Les gens avaient boycotté. Non, je parle de ceux qui n'ont pas boycotté déjà. Oui, mais ces partis-là sont non, attendez, dans la majorité. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Vous ne m'avez pas saisi. Oui, c'est pour dire, pour légitimer, quand un parti n'a même pas 0,%, et d'ailleurs on en a discuté pour parler de cette pléthore du parti, ceux qui ont boycotté, est-ce que certains ont des partis? Bon, est-ce que la plupart de ceux qu'on appelle leur président n'a pas de parti. Leur président était le plus grand soutien de Maodo. Il était ambassadeur en Algérie pendant combien d'années? Il était ministre de l'Intérieur pendant les pouvoirs d'exception militaire. Hein? Est-ce que ça l'empêche aujourd'hui d'être à côté d'Ahmed Sidi Baba, qui a peut-être 80 ans, hein, qui est là? Mais monsieur le maire, non, je crois qu'il faudrait... Non, s'il vous plaît, vous savez, souvent, si je dis ça, c'est parce que souvent, vous invitez les gens, et je sais les impératifs de télé, mais il faut laisser les gens le fond. Pourquoi exactement ce qu'on voulait dans ces états généraux, c'est que tout le monde vient, que d'ailleurs dans ce dialogue, que tout le monde vient, pour que chacun se regarde sur la glace. Mais monsieur, vous avez quelque chose à répondre? Non, attendez. Non, mais il faut juste contribuer en répondre. Ce n'est pas une question de tour. À ce qui vient d'être dit, parce que je trouve assez curieux quand même qu'on nous dise que la majorité a besoin de l'opposition pour aller voir le peuple. C'est-à-dire quand vous dites pourquoi vous n'avez pas organisé un pré-dialogue dans les régions, on vous dit non, les autres n'ont pas voulu qu'on aille. Vous n'avez pas besoin de leur aval pour vous adresser à la population si vraiment vous voulez le faire. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, juste pour revenir exactement sur le rajeunissement de la classe politique, c'est peut-être pour ça qu'on veut la rajeunir, parce que nous nous retrouvons pris entre des gens qui ont une vieille histoire, qui se connaissent, qui ont des rancunes, qui ont des... Et peut-être qu'en apportant du sang neuf, on avance un peu sur ce terrain-là. On sort des vieilles guéguerres politiques pour aller sur un terrain de l'entente et non de la discorde. Par rapport à ça aussi, docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. En fait, c'était par rapport à ça, c'est que je pense que la classe politique, elle est effectivement vieillissante, parce qu'aujourd'hui, les ténors des partis de l'opposition, mais aussi de la majorité, et de la majorité présidentielle, sont tous ont un passé vraiment à la limite douteux. Vous comprenez un peu? Et effectivement, il n'y a pas eu de résultat. Leur politique n'a pas eu de résultat parce que nous constatons que les crises sociales, culturelles ne font que s'empirer. Donc ça veut dire que quand nous évaluons leur politique, leur méthodologie, nous voyons clairement qu'il y a eu, si on peut dire, un échec de cette politique-là. Et franchement, ils doivent se retirer et laisser la place aux jeunes qui vont essayer de reconstruire. Parce qu'en réalité, on ne nous a pas laissé un héritage vraiment fabuleux. Tout est à reconstruire dans ce pays. Je pense qu'il est extrêmement important que cette classe vieillissante, cette classe politique vieillissante, se retire et laisse la place aux jeunes. C'était en guise de parenthèse. Oui, aujourd'hui, une question. Aujourd'hui, il y a quand même un poids énorme qui quitte le dialogue, c'est l'APP. Donc ça, est-ce que ce n'est pas aussi pour donner raison à cette opposition qui se dit que ce dialogue-là va finir en queue de poisson?
Avant de répondre à cette question-là, je vais un peu revenir sur certains points évoqués tout à l'heure par mes amis. De l'autre côté, qui parlent d'une impasse ou d'une crise en Mauritanie. Je vais dire tout simplement que ce dialogue n'a pas été organisé parce que le pays vit dans une crise. Mais il y a une crise quand même. Non, non, attendez. L'État et ses institutions fonctionnent correctement dans ces pays. Mais il y a une crise politique. Pourquoi après ce dialogue, alors qu'il y a une crise politique, vous ne pouvez pas le nier? Non, attendez, il n'y a pas une crise politique. Nous avons une opposition qui est là-bas de l'autre côté, qui refuse de participer à un dialogue, et une partie de l'opposition qui est là et participe au dialogue. S'il n'y a pas de crise, pourquoi vous appelez l'opposition à dialoguer? C'est parce qu'il y a un impasse depuis les accords de... Non, non, nous avons appelé ces gens-là... Non, parce que ces gens-là, depuis l'arrivée du président Mohamed Abdel Aziz au pouvoir, ils ne veulent pas les reconnaître qu'il a remporté les élections. On était parti à Dakar, ils ont dit que le dialogue n'aurait pas lieu en Mauritanie, ils ont choisi Dakar. C'est eux-mêmes qui ont choisi Dakar. C'est eux-mêmes qui ont demandé l'arbitrage du président Ouad. Après, on est parti à Dakar dialoguer avec eux, ils ont choisi les représentants et maintenant, on a appliqué le résultat du dialogue en gouvernement d'union nationale qu'ils exigeaient. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur faisait partie de l'opposition parce que c'était un type de l'IFP. Cela n'a pas empêché leur défaite. Il a reconnu, et c'est lui-même, il a lu le résultat définitif de 52% au premier tour. Voilà, donc c'était clair. Donc, je vais dire tout simplement, ce dialogue, on l'a organisé tout simplement pour permettre à une partie de l'opposition mauritanienne qui n'est pas du tout représentée, parmi d'autres raisons, qui n'est pas du tout représentée, par exemple, à l'Assemblée, parce que ceux qui sont représentés à l'Assemblée expriment au jour le jour leur point de vue et leur opinion aux yeux de tout le monde. Mais il y a une partie de l'opposition qui n'est pas du tout représentée, telle que nos amis de... Mais ils n'ont qu'à se faire représenter à travers des élections. C'est pour légitimer, parce que quand vous parlez de dialogue, aujourd'hui, c'est comme le gouvernement du président, depuis son avènement, ce gouvernement a échoué sur des questions vraiment sociales. Pas du tout, au contraire. Ce gouvernement, c'est lui qui a trouvé le pays dans de l'impasse et dans des problèmes, et qui lui a initié le règlement de tous ces problèmes-là. D'ailleurs, pour la majorité des problèmes... Que pensez-vous aujourd'hui, sans vous couper, sur la question de la société, de l'état civil aujourd'hui? Est-ce que vous, en tant que Mauritanien, je vous pose une question, toujours dans le thème du rock, vous avez dit que c'est des questions posées. Est-ce que ce vieux-là qui se réveille à 5 h du matin pour pouvoir avoir des papiers pour 5 enfants qui ont 10 ans, et ces 5 enfants-là doivent se présenter pour l'entrée en 6e, et il n'arrive pas à avoir son droit, est-ce que ces gens-là ont besoin de ce dialogue? Écoutez, en tout cas, moi, attendez. Écoutez, en tout cas, pour moi, l'état civil ne pose pas un problème. L'état civil est là pour tous les Mauritaniens. Quand même, il y a des problèmes. Moi qui vous parle, s'il vous plaît, allez-y. Vous avez parlé beaucoup de temps déjà. Non. Oui, je vous donne... Pas vous. On y va. Après, je vais revenir sur monsieur le maire. Moi qui vous parle, j'ai mes enfants, je leur ai établi des pièces d'identité mineures sans aucun problème. Je suis parti moi-même, j'ai amené mes enfants à l'état civil, devant un centre d'état civil. Je fais le rang comme tous les citoyens. Et j'ai inscrit mes enfants, j'ai actuellement les pièces d'identité civile en tant qu'enfant mineur. Il faut vraiment être atteint de cécité. Il faut vraiment être atteint de cécité pour dire qu'il n'y a pas de problème de l'état civil. Quand on sait que dans tous les centres d'enrôlement, aujourd'hui, il y a des gens qui poireautent pendant des heures. Il y a des gens qui poireautent pendant des heures dans les centres d'enrôlement, et pour lesquels il n'y a aucune communication, avec lesquels on ne parle même pas. Et quand on leur parle, c'est pour leur dire que le réseau, ne marche pas. Il faut attendre, s'il vous plaît. Que pour leur dire que le réseau ne marche pas et de revenir demain ou après-demain, et ça peut traîner pendant des mois. Il y a des gens qui doivent voyager, qui ont besoin de leurs papiers, qui ne les ont pas. Les passeports, on ne sait pas pourquoi, il y a une pénurie. Pendant 2 mois, 3 mois, on est obligé de se rendre au centre tous les... Vous attendez qu'il termine. Écoutez, après, il y a une réalité, et ça, ce n'est pas... Si c'était qu'en Mauritanie, encore, c'est bien. Parce que je vous le dis, moi, à l'étranger, et je l'ai vécu, c'est la même chose dans les représentations diplomatiques. Vous allez en France ou dans d'autres pays, vous êtes parqué devant, dans la rue, vous attendez que l'ambassade daigne bien ouvrir la porte pour vous laisser rentrer par des fois des températures de -5, -6, ils sont dans la rue. Ça, c'est la réalité. Et ne pas le reconnaître,
c'est être atteint de cécité ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, c'est certainement pas honnête. Donc, moi, je pense que, franchement, si vous me dites qu'il n'y a pas de crise dans ce pays, je vous dirais, permettez-moi de hausser les épaules, monsieur. On ne peut pas dire qu'en Mauritanie, il n'y a pas de crise. La question de l'état civil est pire que ça. En dehors du caractère inhumain, du traitement des citoyens, parce qu'on est sous le soleil, à l'étranger, on les laisse à moins 5, moins 6 degrés, monsieur. Il y a aussi le fait que l'état civil, cette agence a été instrumentalisée dans un but discriminatif. Il faut l'accepter, monsieur, c'est une réalité. Je vous dis une chose. Je vais revenir. Je vais revenir. Il a été constaté, monsieur, qu'il s'agissait en réalité d'une discrimination qui a été orchestrée par cette agence. Parce qu'il y a un roi, un chef suprême, un chef prédateur qui est à la tête de cette agence, qui fait le vent, qui fait la tempête et qui nous donne la pluie. Donc ça, c'est inadmissible. Au niveau des séquelles de l'esclavage, monsieur, il y a des prisonniers d'opinion. On a voté énormément de lois ont été adoptées, mais par rapport à l'application, il y a beaucoup de choses à faire, monsieur. Concernant l'éducation, c'est une catastrophe. Concernant la santé, c'est une catastrophe. Concernant les infrastructures, l'assainissement dans ce pays, la pauvreté, la première des choses qui vous frappe à l'œil quand vous êtes dans les rues de Nouakchott, et nous ne parlons pas de l'intérêt, c'est la pauvreté, monsieur. Donc on ne peut pas dire la mendicité, la pauvreté, c'est incroyable, monsieur. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de crise. Et c'est parce qu'il y a ces crises que nous avons décidé de venir à ce dialogue afin de mettre tous ces problèmes sur la table. On ne peut pas venir au dialogue alors qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dialogue dans ce cas. C'est parce qu'il y a énormément de problèmes. Les gens ont d'énormes difficultés pour avoir leur pièce d'identité, leur nationalité, en bref, tout leur papier d'état civil. Il y a aussi la question du passif humanitaire, le retour des réfugiés, le problème foncier, monsieur. Hein? Il y a l'expropriation des terres qui a été, en fait, vous savez tous que c'est un crime contre l'humanité actuellement. Il y a combien de personnes qui ont été dépossédées de leurs terres par des sociétés, par des personnalités, des hommes d'affaires. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Le retard, c'est-à-dire l'incompétence des fonctionnaires de l'État. Ça, vous le voyez tout, allez-y dans l'administration. Vous mettez un dossier, vous faites 2 ans sans suite. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de problème, monsieur. Le taux d'échec dans le système éducatif, le système sanitaire, l'assurance maladie, les salaires des fonctionnaires, la santé, la corruption. Monsieur, mais je vous dis une chose, monsieur, et essayons quand même d'être plus objectifs et d'accepter de voir les réalités en face. Nous sommes tous citoyens, nous sommes là pour le bien de notre pays. Nous devons accepter qu'il y a ces réalités. Et maintenant, nous avons assisté au dialogue, pas pour applaudir, mais c'est pour essayer d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, je pense tout simplement. Monsieur Abdallah, vous avez... Moi qui vous parle, en tout cas, quand je me présente dans le centre d'état civil, je ne me présente pas en tant que membre IPR ou quelque chose comme ça. Je viens en tant que citoyen mauritanien, je fais les rencontres tous les citoyens et j'obtiens mes papiers et les papiers de mes enfants sans aucun problème. Si à un moment donné, il y a parmi nos citoyens qui ont des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que dans si ton enfant ou toi-même tu n'arrives pas à obtenir tes papiers, c'est parce qu'il y a une erreur aussi, monsieur. Il y a une erreur quelque part à réparer. Et il faut la réparer et c'est toi celle qui sait où est-ce que se situe cette erreur. Ça c'est en ce qui concerne l'état civil. Ça, je vous l'ai dit, ça n'a pas été pour des objectifs discriminatoires. Non, on est entre citoyens mauritaniens, on a le droit à cet état civil. Monsieur, c'est le constat, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, on constate, une petite parenthèse s'il vous plaît, on constate qu'il y a que les négro-africains qui sont principalement victimes de ces problèmes. C'est une réalité, monsieur. C'est essentiellement les négro-africains qui sont victimes. Laissez-le terminer, on y va. Cet état civil a été initié pour des objectifs de développement de ces pays. D'abord pour connaître le nombre de la population mauritanienne, ça c'est un. Et deux, en connaissant le nombre de la population mauritanienne, on peut créer des projets de développement pour ces pays. Et d'ailleurs, d'autre part,
pour un peu limiter la nationalisation de certains étrangers qui nous fréquentent. Vous connaissez vous tous qu'à un moment donné, en Mauritanie, moi je peux venir tout de suite de la Guinée, et j'obtiens la nationalité mauritanienne, le passeport mauritanien. Ça a été pris en flagrant délit. D'ailleurs, en France et dans d'autres pays, vous le savez très bien. Vous trouvez devant vous un Ghanéen qui a un passeport mauritanien établi. C'est la corruption qu'il vient de décliner. Nous sommes là pour résoudre ces problèmes. Quand il n'y a pas de problème, il faut apporter des solutions. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas les négros mauritaniens, parce que c'est les négros mauritaniens dont tu parles. Moi, je suis un négro, je suis un pelle. Si vraiment quelqu'un a été pas individualisé, vous êtes une unité. Vous êtes une unité d'un ensemble. Vous dites que ça vise les négros mauritaniens. S'il vous plaît. Je vous dis mais que la majeure partie des gens qui ne sont pas enrôlés, quand même, c'est des noirs. Ça, il faut le reconnaître. Non, et même les morts. Il y a beaucoup de morts qui sont là très nombreux. Je n'ai pas répondu. C'est pas lui, c'est lui qui doit prendre la parole. La question concernant le départ de l'APP. Oui, mais voilà. Vous ne m'avez pas laissé parler. Allez-y. Vous voulez pas parler de généralité? Non, je vous ai dit que parce que c'est mes amis qui ont évoqué ici des problèmes qui veulent dire que le pays vit dans des problèmes. Revenons à la question de l'APP. L'APP a quitté. L'APP est un partenaire dans ce dialogue. Un partenaire de taille aussi. Un partenaire de taille que nous respectons. En tout cas, il est souverain à mi-parcours, il prend cette décision, il est libre de le faire. Et cela n'empêchera pas les dialogues de continuer. Ok. Monsieur le maire, presque on a terminé. Je voudrais vraiment d'abord qu'on recentre les débats. Je ne pense pas que nous soyons nous. Non, mais c'est des questions quand même. Mais quand même, il faut qu'il y ait un peu plus d'objectivité, monsieur. Non. On est ensemble dans le dialogue, mais il faut qu'on soit plus objectif aussi. Nous sommes là pour le peuple, monsieur. Non, moi j'ai dit, moi je ne suis pas là pour défendre l'État. Je suis venu, on m'a invité pour le dialogue et pour tirer les résultats du dialogue et qu'est-ce qu'on attend du dialogue. Mais je voudrais quand même qu'on ressente, il ne faut pas confondre crise et problème. Quand on dit qu'il y a une crise, la Mauritanie traverse une crise, la Mauritanie ne traverse pas une crise, mais elle a des problèmes. Elle a des problèmes, mais elle ne traverse pas une crise. Parce que si moi j'étais le président de la République, moi, je ne comprendrais pas le dialogue. Parce que tout simplement, j'ai mon mandat qui court jusqu'en 2009. 2019, je le tiens de la volonté populaire. Je me suis fixé un cap. J'amène le bateau pour attendre. Mais s'il y a des failles au Monsieur le maire, petite parenthèse. La Mauritanie n'est pas en crise, mais il a déjà beaucoup plus parlé. Il a beaucoup plus parlé que nous. Vous laissez parler. Je veux assainir. Il y a des problèmes. Mais il n'y a pas une crise. Mais comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de crise alors qu'en 2016, on parle de certaines questions qui sont tellement graves, telles que le racisme d'État, on parle d'esclavagisme, on parle de la stigmatisation, on parle d'unité nationale, et vous me dites que la Mauritanie n'est pas en crise. Je vais répondre à l'État civil un peu. Vous avez dit qu'il y a des problèmes. On va revenir. Vous venez de poser les problèmes. Oui. Je crois on est presque au terme de l'émission, s'il vous plaît. Un interlocuteur qui peut vous amener quelque chose à comprendre. Il faudrait quand même. Mais on a un souci de temps, mais aussi essayer d'être bref. Non, quand vous dites l'État civil, il y a des problèmes dans l'État civil. Mais les problèmes de l'État civil n'en font pas une crise. Mais est-ce que ça ne va pas se répercuter sur la population? Il a été créé pour répondre à c'est l'accumulation des problèmes qui fait la crise. C'est l'accumulation de problèmes qui fait la crise. Non, la crise, elle peut être multiforme. Il ne faut pas seulement... Ce qu'elle est, je pense qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Il ne faut pas jouer sur les mots. Dans un pays où on parle de questions d'unité nationale, on parle de racisme d'État, on parle d'expropriation des terres, on parle de problèmes éducatifs, on parle de problèmes d'État civil, je pense que ayez le courage de reconnaître qu'il y a une crise dans ce pays. C'est parce qu'on vous respecte qu'on est là. Moi, quand vous avez parlé, s'il vous plaît, monsieur le maire, c'est l'opposition qui est exigée. S'il vous plaît, je vous retire la parole.
s'il vous plaît, on est dans un débat. Je vous demande, monsieur le maire, je vous demande quand même de respecter le public qui vous regarde à travers la télévision. Absolument. Parce que quand vous parlez, on n'entend rien. Donc, vous êtes là pour éclairer. Chacun a le droit de rebondir sur une question. Mais faisons-le de façon très civilisée, parce qu'on est au terme de l'émission. Je vous donne 30 secondes pour terminer. Moi, je dis que l'état civil, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On les a posés au dialogue. Si vous étiez dans l'atelier, j'espère que vous étiez, on a posé les problèmes dans des termes que nous vivons en tant que maire, plus que ceux qui sont à l'opposition. Ok. Monsieur Abdallah. Je disais que l'état civil biométrique était une exigence de l'opposition qui a à chaque fois accusé le pouvoir de fraude électorale. Ok. On a répondu à cette question, on a créé cet état civil pour sécuriser les titres, nos titres. Merci. C'est tout. Ce n'est pas du tout destiné à empêcher les négros ou quelqu'un d'autre. Merci. Merci, monsieur le maire. Moi, je ne crois pas comme mon ami ici de l'Arc-en-Ciel que ce soit quelque chose qui est fait à mesure discriminatoire. Je pense juste que c'est une question de respect pour le citoyen le plus faible, le plus démuni, celui qui n'a pas de moyens. Je pense que quand on a des moyens dans ce pays, ou qu'on est bien placé, ou qu'on est connecté, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre ethnicité au final. Voilà. Donc je pense que évitons de racialiser le débat ou de l'ethniciser et parlons des problèmes qui, je pense, se posent plutôt en termes de classe. Si on devait un peu schématiser, ce serait plutôt une lutte des classes plutôt qu'un problème racial. Voilà. Monsieur Le. Voilà, je pense que le discours du président Baas a été très explicite sur l'ensemble des problèmes de la Mauritanie. Donc, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a de sérieux problèmes parce qu'on ne peut pas dire l'un des premiers points de l'état de droit et de la justice sociale dans les points qui sont les thématiques qui sont débattues au dialogue. Le premier point parle de la cohésion sociale. Ça veut dire qu'il y a un problème. En 2016, on parle de cohésion sociale entre noir et blanc. Ça, c'est une réalité en Mauritanie, nom de Dieu. C'est une réalité. Il faut qu'on essaye d'accepter les problèmes tels qu'ils sont, excusez-moi, et après qu'on s'assied sur la table, qu'on essaie d'apporter des réponses. Et c'est ça la mission de Arc-en-Ciel, c'est pour apporter... Merci beaucoup, monsieur Le. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça a été toujours un plaisir de vous recevoir. Monsieur Ahmed Diallo, merci. Merci, maître, de votre présence. Merci, docteur. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de rester fidèle au programme de la télévision Shingit. Nous vous disons bye-bye, à la prochaine avec d'autres invités. Merci et c'est un grand plaisir. C'est très court.